Je voulais lui faire une surprise. C'était son anniversaire, et j'avais tout planifié à la perfection. J'ai quitté le travail plus tôt, évité les embouteillages en prenant un raccourci que je n'avais pas emprunté depuis des années, et dans mon sac, je portais une petite boîte en velours que je tenais avec des doigts tremblants. J'avais économisé pendant des mois pour lui acheter la montre vintage qu'il avait un jour montrée dans un magazine, pensant que je ne faisais pas attention. Je souriais tout le long du trajet, imaginant son visage surpris. Il disait toujours détester les surprises, mais au fond, je savais qu'il adorait quand je faisais quelque chose d'inattendu. Le ciel de Paris se teignait d'orange, alors que je conduisais dans les rues que je connaissais si bien. La radio passait une chanson de Patrick Bruel, que Julien adorait. Je fredonnais la mélodie en pensant à sa réaction en voyant le cadeau. 3 ans de mariage, et j'avais encore des papillons dans le ventre en pensant à lui. Quand je suis entrée dans notre rue, j'ai remarqué plusieurs voitures garées devant notre maison. Étrange. Peut-être que des voisins étaient passés dire bonjour, ou sa mère. Elle ne prévenait jamais avant de venir. Pourtant, quelque chose s'est noué dans ma poitrine. Je me suis garée derrière une BMW que je ne reconnaissais pas, et j'ai respiré profondément. J'ai chassé cette pensée inquiétante, et j'ai ouvert doucement la porte. De la musique s'échappait de l'intérieur, le tintement des verres résonnait dans le couloir, et des rires fusaient depuis le salon. Mon cœur battait la chamade, non par suspicion, mais par excitation. Peut-être qu'il avait lui aussi organisé une surprise. L'odeur de parfums chers et de plats fraîchement préparés imprégnait l'air. Les voix se mélangeaient en conversation que je ne pouvais pas distinguer clairement. J'ai reconnu le rire strident de mon beau-frère Xavier, le ton autoritaire de ma mère et... Était-ce la voix de Lucie, ma sœur? Je ne savais pas qu'elle était revenue de Lyon. Je suis entrée discrètement, tenant le cadeau derrière mon dos comme une adolescente timide, m'attendant à des sourires et des acclamations. Au lieu de cela, je suis restée glacée. Les lumières du lustre brillaient sur une foule en tenue de soirée. Ma famille, ses amis, ma sœur. Et ils étaient là, au centre de tout, mon mari et elle, s'embrassant comme dans un film. Le temps s'est figé tandis que je restais là, invisible. Notre salon, qui avait si souvent été le théâtre de dîners de famille et de soirées cinéma, ressemblait maintenant à une scène où j'étais la seule spectatrice d'une pièce à laquelle personne ne m'avait invitée. Julien avait ses mains sur la taille de Lucie, elle portait une robe noire que je lui avais offerte à Noël. Ses cheveux bruns tombaient sur ses épaules nues, alors qu'elle se penchait vers lui avec familiarité, avec un sentiment de droit, comme si elle lui avait toujours appartenu. J'ai vu ma mère assise sur notre canapé, un verre de vin à la main, regardant la scène avec une expression que je n'ai pas su interpréter. Était-ce de la complicité? De la résignation? Mon père était décédé il y a des années, mais à ce moment-là, j'ai ressenti son absence plus que jamais. Il n'aurait jamais permis cela. La tante Carmen, avec son éternel collier de perles, discutait vivement avec Raoul, le meilleur ami de Julien. Les cousins de Lille, que nous ne voyions qu'à Noël, riaient près de la table remplie d'amuse-bouches et de bouteilles de Bordeaux. Même M. Albert, notre voisin du 5e qui se plaignait toujours du bruit, était là, tous présents, célébrant ce qui semblait être mon humiliation. Le temps parut s'arrêter. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles alors que j'essayais de traiter ce que je voyais. 3 ans de mariage, 15 ans que nous nous connaissions depuis le lycée, toute une vie partagée, et maintenant ça, avec ma propre sœur, dans notre maison, entourée de gens que je connaissais et aimais. J'ai voulu crier, mais ma voix s'était évaporée. J'ai voulu courir, mais mes jambes semblaient clouées au parquet que nous avions choisi ensemble. La petite boîte dans ma main pesait comme du plomb. La montre à l'intérieur, cette Omega de 1965 que j'avais eu tant de mal à trouver, semblait maintenant une cruelle blague du destin. J'ai regardé ma vie, celle que je croyais connaître, s'effondrer sous mes yeux sous les lumières de la fête et le murmure de conversations étrangères. Personne ne m'avait vu entrer. J'étais toujours invisible, un fantôme dans ma propre maison, tandis que le baiser interminable continuait comme si le monde entier tournait autour d'eux. Et puis, quand je pensais que rien ne pouvait être pire, quelqu'un m'a vu. Ce fut Xavier, le frère de Julien, qui leva les yeux et me trouva, paralysée à l'entrée du salon. Son expression changea instantanément. Ce n'était pas de la surprise que je vis dans ses yeux, c'était de la pitié. C'est ainsi que commença la fin de ma vie telle que je la connaissais, un après-midi d'avril, avec le cadeau parfait dans mes mains et le cœur se brisant en 1000 morceaux,
tandis que Paris continuait son rythme implacable de l'autre côté des fenêtres. Le moment où tout a basculé. Un silence soudain a envahi la pièce, quand Xavier s'est raclé la gorge et a montré dans ma direction. Les murmures ont cessé, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Lucie a été la première à réagir, se détachant de Julien lentement, délibérément, et se tournant vers moi. Ses lèvres se sont courbées en un sourire, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour elle. « Tiens, Anne, tu es arrivée plus tôt, » dit-elle d'un rire aigu qui résonna plus fort que la musique. Quelle surprise, inopportune. Les gens ont ri mal à l'aise, ne sachant pas s'il faisait en partie d'une mauvaise blague. Julien a pâli. J'ai vu sa pomme d'Adam monter et descendre, tandis qu'il déglutissait. Pendant une seconde, une lueur de culpabilité a traversé son visage, mais elle a disparu si vite que j'aurais pu l'imaginer. Ma mère s'est levée du canapé. Son visage était rigide, son expression plus froide que je ne l'avais jamais vue. Elle s'est approchée de moi d'un pas ferme, le talon de ses chaussures italiennes marquant un rythme menaçant sur le sol. La robe gris perle qu'elle portait, la même que lors de mon mariage, semblait maintenant la tenue parfaite pour un enterrement. « Anne, » dit-elle sans ciller, « ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ce n'était pas une explication. Ce n'était pas une excuse. C'était une sentence. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ai-je finalement réussi à articuler ? Ma voix à peine un murmure. Ce qui devait arriver tôt ou tard, répondit-elle, me regardant comme si j'étais une étrangère. Julien et Lucie se comprennent mieux. Ça a toujours été comme ça. Tu le savais. Je le savais ? Les mots sont sortis comme un halètement incrédule. Quand exactement étais-je censée le savoir, maman ? La tante Carmen s'est approchée, se plaçant à côté de ma mère comme une sentinelle. Anne, ma chérie, ne fais pas de scène. C'est déjà assez désagréable. Désagréable ? C'était moi qui étais désagréable dans cette situation ? Signe les papiers du divorce et pars, a dit ma mère sans se démonter. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une explication. Juste un ordre. L'air est devenu lourd, chargé de jugement et d'approbation silencieuse. Personne ne m'a défendu. Pas une seule voix. Mes genoux ont tremblé, mais je ne les ai pas laissés le remarquer. Les papiers du divorce ? Les mots sonnaient étranges dans ma bouche, comme si je parlais une langue que je connaissais à peine. Julien s'est alors avancé, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Une veste que je lui avais offerte pour notre 2e anniversaire. On pensait te le dire autrement, dit-il d'une voix qui se voulait compréhensive mais ne paraissait que condescendante. On ne voulait pas te faire de mal. Lucie a ri de nouveau, se plaçant à côté de lui et enlaçant son bras dans le sien dans un geste possessif. Allons, Julien, ne lui mens pas. Elle est assez grande. J'ai cherché du regard un visage ami, quelqu'un qui semblerait aussi surpris que moi. Mais je n'ai trouvé que des regards fuyants, ou pire encore, des expressions qui disaient clairement « Il était temps ». Est-ce que tout le monde le savait ? Depuis combien de temps étais-je la risée de tous ? 2 ans, a dit Lucie, comme si elle avait lu dans mes pensées. Ça fait 2 ans qu'on se voit. Depuis que je suis revenue de Lyon. C'était inévitable. 2 ans. La moitié de mon mariage avait été un mensonge. Les dîners de famille, les vacances sur la Côte d'Azur, les dimanches chez ma mère, tout un théâtre où j'étais la seule à ne pas connaître le scénario. « Et tu le savais ?» ai-je demandé à ma mère, sentant les larmes menacées de couler, mais je me suis refusée à leur donner cette satisfaction. « Bien sûr que je le savais », répondit-elle d'un ton qui suggérait que c'était la chose la plus naturelle du monde. Lucie a toujours été la forte, la déterminée. Toi, tu as toujours été... Eh bien, toi. Ce toi contenait toute une vie de déception, d'attentes non satisfaites, de comparaisons où je sortais toujours perdante face à ma sœur cadette. Le cousin Alexandre, qui était resté silencieux près de la table des boissons, s'est approché avec un verre à la main. « Allez, Anne, ne sois pas dramatique. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis, tu avais ton travail, non ? Ce truc que tu fais avec les ordinateurs. Julien a besoin de quelqu'un de plus présent. » J'ai ravalé les larmes qui me brûlaient les yeux. Mes doigts ont serré le cadeau derrière mon dos jusqu'à ce que le ruban s'enfonce dans ma peau. Sans dire un mot, j'ai fait demi-tour et je suis sortie. La boîte est tombée au sol alors que je franchissais le seuil. Je l'ai entendu rebondir une fois, puis le silence. Ma vie, telle que je la connaissais, s'est terminée à ce moment-là,
avec des applaudissements qui résonnaient encore en arrière-plan. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu Lucie dire « Tu vois, elle ne se bat même pas pour toi. Moi, je ne te laisserai jamais partir comme ça. » Je suis sortie sur le palier et l'air frais de Paris m'a frappé le visage comme une gifle. Les rues étaient toujours pleines de vie, indifférentes à mon monde qui venait de s'effondrer. Un groupe de touristes passait devant notre immeuble, riant et prenant des photos. Un vendeur de marrons chauds préparait son stand au coin de la rue. La normalité du monde extérieur était presque insultante. Je suis montée dans ma voiture, sentant que chaque mouvement exigeait un effort surhumain. Les clés tremblèrent dans mes mains. J'ai démarré le moteur et je me suis éloignée de ce que, quelques minutes auparavant, je considérais comme ma maison, mon refuge. Dans le rétroviseur, j'ai vu Julien sortir sur le balcon. Un instant, j'ai pensé qu'il allait m'appeler, dire que tout n'était qu'un terrible malentendu. Mais alors Lucie est apparue à côté de lui, posant une main possessive sur son épaule. Je les ai vus ensemble, encadrés sur le balcon de ma propre maison, comme une carte postale parfaite de la trahison. J'ai accéléré, et j'ai laissé Paris s'estomper autour de moi, se transformant en un flou de lumière et d'ombre. Je n'avais pas de destination, seulement le besoin féroce de mettre de la distance entre moi et ce que je venais de voir. Ma vie, telle que je la connaissais, était terminée. Mais quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais même pas exister, venait de s'éveiller, ce qu'ils n'ont jamais entendu. J'ai conduit pendant des heures sans but précis. La nuit se brouillait autour de moi, tandis que je passais devant les lumières de la ville et les souvenirs. J'ai fini dans un petit hôtel près de l'autoroute, de ceux où personne ne pose de questions. L'hôtel Le Relais, un bâtiment de 2 étages avec un néon clignotant, et une réceptionniste qui a à peine levé les yeux de son magazine quand j'ai demandé une chambre. « Combien de nuits ?» demanda-t-elle d'une voix monotone. « Je ne sais pas », ai-je répondu sincèrement. Elle m'a tendu une clé avec un lourd porte-clés en plastique rouge. Chambre 17. Un numéro dont je me souviendrai toujours comme le début de ma nouvelle vie. Je me suis allongée sur le lit tout habillée, ressassant chaque mot, chaque regard, chaque mensonge. Depuis combien de temps étaient-ils ensemble ? Comment ma propre sœur avait-elle pu me faire ça ? Et ma mère ? L'avait-elle su depuis le début ? Le plafond de la chambre avait une tache d'humidité qui, dans la pénombre, semblait dessiner la carte d'un pays inexistant. Je l'ai observé pendant des heures, traçant des frontières imaginaires, nommant des villes fictives, comme si cette géographie inventée pouvait remplacer la réalité qui s'était effondrée sous mes pieds. Le sommeil n'est jamais venu. J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, pensant à la femme que tout le monde croyait que j'étais, silencieuse, obéissante, facile à effacer. Mais ils ne me connaissaient pas vraiment. Je leur avais tout donné et ils m'avaient jeté comme une décoration cassée après les fêtes. Mais je n'étais pas cassée. Plus maintenant. Je me suis souvenue des mots de ma mère. Lucie a toujours été la forte, la déterminée. Toi, tu as toujours été... Eh bien, toi. Ce « toi » chargé de mépris m'avait poursuivi toute ma vie. À l'école, quand Lucie gagnait des concours et que je passais inaperçue. À l'université, quand elle a obtenu une bourse prestigieuse pendant que je travaillais silencieusement sur mes projets informatiques que personne ne comprenait. Dans les réunions de famille, où ces anecdotes étaient toujours plus intéressantes, ces réussites plus dignes d'être célébrées. Et maintenant, ça, le coup de grâce, prendre mon mari, ma maison, la vie que j'avais patiemment construite pendant qu'elle allait d'aventure en aventure à travers l'Europe. Au matin, quelque chose en moi a changé. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus demander pourquoi. J'allais agir. Et quand je le ferais, il se souviendrait du jour où je suis partie, non pas comme une tragédie, mais comme un avertissement. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la petite salle de bain de la chambre. Le miroir m'a renvoyé l'image d'une inconnue, des yeux rougis, des cheveux emmêlés, une expression que je n'avais jamais vue sur mon propre visage. La détermination. Je me suis douchée avec l'eau aussi chaude que je pouvais la supporter, comme si je pouvais laver non seulement la nuit précédente, mais toute une vie de subordination. En sortant, j'ai commandé un café à la cafétéria de l'hôtel. La serveuse, une femme âgée aux cheveux teints d'un rouge impossible, m'a regardée avec curiosité. « Mauvaise nuit ?» a-t-elle demandé en servant le café fumant. « Mauvaise vie », ai-je répondu. « Mais ça va changer. » J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai allumé. L'écran a pris vie, illuminant mon visage d'une lueur bleutée qui semblait appropriée pour ce que j'allais faire.
Personne dans ma famille ne s'était jamais intéressé à mon travail. « Elle est dans l'informatique », disait-il, balayant les détails d'un revers de main. Il ne savait pas que je faisais partie d'un groupe secret de cybersécurité engagé par des entreprises privées de haut niveau et, occasionnellement, par le gouvernement. Il se fichait que je traite des secrets qui pouvaient détruire des vies, que je construise des systèmes conçus pour cacher ou exposer la vérité. Il ne voyait qu'Anne, la fille aînée de Dominique, la sœur fade de la brillante Lucie, l'épouse dévouée de Julien. Ils n'ont jamais vu Anne Vega, spécialiste en sécurité informatique, avec un accès à des bases de données dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. J'ai passé quelques appels, envoyé des messages cryptés, tiré des ficelles que la plupart des gens ne savaient pas exister. Vérification d'antécédents, traces financières, données de surveillance. J'ai tout rassemblé. Des preuves de fraude, de chantage, d'infidélité, même des délits qu'ils ignoraient que je connaissais. Ma sœur Lucie, si parfaite aux yeux de tous, avait détourné des fonds de l'ONG pour laquelle elle travaillait à Lyon. De petites sommes au début, qui avaient augmenté avec le temps. Assez pour financer ce style de vie qui impressionnait tant la famille, mais que son salaire officiel n'aurait jamais pu couvrir. Julien, mon cher mari, avait un petit problème avec les paris en ligne qu'il avait soigneusement cachés. « Ce n'était pas une addiction », disait-il dans les messages que j'ai trouvés. « Juste un hobby. Un hobby qui lui avait presque coûté la maison 2 fois, sauvé au dernier moment par des transferts mystérieux dont je savais maintenant qu'ils provenaient de ma sœur. Et ma mère ? Ah, ma mère. L'honorable Dominique Martin, veuve respectée du quartier de Saint-Germain-des-Prés, avait un secret encore plus sombre. Des documents falsifiés des années auparavant pour cacher sa propre fraude fiscale. Elle avait aidé certains amis à échapper à l'impôt via une fondation fantôme. Le tout parfaitement documenté dans des archives qu'elle croyait inaccessibles. À la fin de la journée, j'avais un dossier sur chacun d'eux. Mon mari, ma sœur, ma mère, et un plan. Puis j'ai passé un dernier appel. 3 hommes seraient à leur porte le lendemain matin. Des hommes en costume sur mesure, porteurs de documents qu'ils n'oseraient pas ignorer. Pas des menaces, des conséquences. Légales, élégantes, dévastatrices. Le genre de conséquences qui détruisent les réputations, gèlent les comptes et transforment les murmures en gros titres. « Tu es sûr de toi ?» m'a demandé Serge, mon collègue, et le seul véritable ami que j'avais dans l'entreprise. « Une fois que tu auras appuyé sur ce bouton, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'ai regardé l'écran où 3 emails attendèrent d'être envoyés. Un au conseil d'administration de l'ONG de Lucie. Un autre à la commission de discipline du barreau de Paris où Julien exerçait. Le 3e au fisc, avec des copies à 2 journaux nationaux. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie, ai-je répondu. Et j'ai cliqué sur « Envoyer ». Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des jours. Un sommeil profond et sans rêve. Le repos de celle qui a enfin repris le contrôle. Quand je me suis réveillée, le soleil entrait par la fenêtre de la chambre 17, dessinant sur le mur des motifs qui ne me semblaient plus être une carte du désespoir, mais une route vers la liberté. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais. Le 2e jour à l'hôtel Le Relais s'est levé avec un ciel de plomb qui menaçait l'orage. J'ai commandé un café et des tartines à la cafétéria et je me suis assise près de la fenêtre, observant les camionneurs qui s'arrêtaient pour prendre leur petit déjeuner avant de poursuivre leur route. Des vies en mouvement, comme la mienne maintenant. La serveuse aux cheveux rouges, Carmen, d'après son badge, m'a apporté le petit déjeuner avec un sourire complice. « Mieux aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en posant la tasse fumante devant moi. « En cours », ai-je répondu en lui rendant son sourire. J'ai ouvert mon ordinateur portable tout en grignotant une tartine. J'avais des messages de Serge confirmant que tout était en marche. Les emails avaient été livrés. Les hommes seraient chez Julien et Lucie, ma maison, à 10 heures précises. Aucun d'eux n'avait jamais montré le moindre intérêt pour mon travail. « Elle est dans l'informatique », disait-il, balayant les détails d'un revers de la main. Lors des dîners de famille, pendant que Julien parlait de ses affaires juridiques et Lucie de ses projets humanitaires, personne ne me demandait ce que je faisais. Pour eux, je travaillais avec des ordinateurs, une occupation aussi grise et ennuyeuse qu'ils me considéraient. S'ils avaient demandé, peut-être auraient-ils découvert que je n'étais pas celle qu'ils croyaient. Peut-être auraient-ils appris qu'après avoir terminé mon diplôme d'ingénieur en informatique à la Sorbonne, j'avais été recrutée par une division spéciale de la DGSE,
qu'après 3 ans là-bas, j'étais passée au secteur privé, spécifiquement chez Sécurité Gallia, une entreprise qui offrait officiellement des services de cybersécurité aux grandes entreprises, mais qui travaillait en réalité dans l'ombre sur des cas beaucoup plus délicats. Ma spécialité était les traces numériques. Tout le monde laisse des empreintes sur le réseau. Recherche, achat, messages, transfert. La plupart croient que le mode incognito ou un VPN bon marché les protège. Ils ne savent pas à quel point ils ont tort. Pour quelqu'un avec mes compétences et mes accès, il n'existe pas de secret numérique, seulement des informations qui attendent d'être découvertes. Comme lorsque j'ai trouvé les paris de Julien, soigneusement dissimulés sous une fausse identité. Ou les transferts de Lucie détournant des fonds de projets d'aide humanitaire en Amérique du Sud. De petites sommes qui totalisaient une fortune au fil des ans. Ou les emails de ma mère avec un certain politicien local s'accordant des faveurs qui allèrent bien au-delà de l'amitié. Je l'avais toujours su. J'avais simplement choisi de ne pas voir, me convainquant que l'amour signifiait l'acceptation inconditionnelle, même de l'inacceptable. Comme je me trompais. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Raoul, l'un des analystes qui travaillait avec moi chez Sécurité Gallia. Il avait accompli la tâche que je lui avais demandée, localiser chaque compte bancaire, chaque propriété, chaque investissement au nom de Julien, Lucie ou ma mère. Des biens qui seraient bientôt gelés par décision de justice. « Tu veux que j'active le protocole complet ?» a-t-il demandé. Le protocole complet. 3 mots qui signifiaient la destruction totale. Pas seulement financière, mais sociale. Des emails privés rendus publics, des historiques de navigation exposés, des conversations intimes divulguées à des personnes stratégiques, le genre d'exposition dont personne ne se remet. Mon doigt s'est arrêté sur l'écran. Est-ce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout ? Je me suis souvenu de l'image de Julien et Lucie s'embrassant dans notre salon, du visage froid de ma mère m'ordonnant de signer les papiers, du rire mal à l'aise des invités. « Active-le », ai-je répondu. 3 minutes plus tard, j'ai reçu un autre message. « Fait. Compte à rebours lancé. » À partir de ce moment, ils avaient exactement 24 heures avant que tout leur monde ne s'effondre. Un jour de plus de normalité avant que la tempête parfaite ne les atteigne. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait commencé à tomber, frappant la vitre avec un rythme hypnotique. Je suis restée à observer comment les gouttes dessinaient des chemins erratiques, s'unissant et se séparant, comme les décisions qui nous mènent là où nous sommes. Je me suis souvenue de la première fois que Julien m'a présentée à sa famille, la façon dont ma belle-mère m'a examinée de la tête aux pieds, évaluant si j'étais assez bien pour son fils. Comment son père, un juge à la retraite, m'a interrogée sur mes projets d'avenir, sur un ton qui laissait entendre qu'il considérait ma carrière comme un passe-temps jusqu'à la maternité. La façon dont ses amis me traitaient lors des réunions, comme un appendice de Julien, jamais comme quelqu'un avec sa propre identité. Pendant des années, j'avais joué le rôle qu'ils attendaient de moi. L'épouse discrète, toujours dans l'ombre de son brillant mari. La sœur aînée qui célébrait les succès de Lucie sans mentionner les siens. La fille qui ne contredisait jamais sa mère. Un sourire amer s'est dessiné sur mon visage. Si seulement ils avaient montré un minimum d'intérêt à me connaître vraiment. Si l'un d'eux avait demandé, une seule fois, en quoi consistait exactement mon travail. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Serge cette fois. Les documents sont prêts. Xavier, Antoine et Carlos les livreront demain à la 1e heure. Tu es sûre de toi, Anne ? On peut encore arrêter le processus. Xavier, Antoine et Carlos. 3 de nos meilleurs agents. Experts en ce que nous appelions la livraison d'impact. La présentation de preuves légales de manière à causer l'effet psychologique maximal. Plus sûr que jamais, ai-je répondu. As-tu inclus l'affaire du compte en Andorre ? Tout y est. Chaque détail. Tu veux être présente ? J'ai réfléchi à la question. Une partie de moi désirait voir leur visage quand tout s'effondrerait. Une autre partie, peut-être la plus sage, savait qu'il valait mieux garder mes distances. Non, mais je veux voir. Je vais mettre en place une surveillance. Tu auras accès aux caméras de sécurité et aux microphones. Tu pourras tout voir et tout entendre en temps réel. J'ai éteint le téléphone et je suis sortie me promener sous la pluie. L'eau a trempé mes vêtements en quelques minutes, mais cela ne m'importait pas. Il y avait quelque chose de purifiant à sentir la tempête sur ma peau, comme si la nature était en phase avec ce que j'étais sur le point de déchaîner. J'ai marché jusqu'à trouver une petite église ouverte. Je ne suis pas croyante, mais je suis entrée, cherchant peut-être moins un réconfort spirituel qu'un moment de silence.
Je me suis assise sur le dernier banc et j'ai fermé les yeux, écoutant l'écho de mes pensées dans la quiétude du lieu. Était-ce de la vengeance? Oui, en partie. Je n'allais pas me mentir. Mais c'était aussi quelque chose de plus profond. C'était la justice. C'était la récupération du pouvoir que j'avais toujours eu, mais que j'avais choisi de ne pas exercer. C'était, enfin, cesser d'être invisible. Je suis retournée à l'hôtel quand la nuit était déjà tombée. Carmen m'a offert une serviette et un thé chaud en me voyant tremper. « Demain sera un grand jour », lui ai-je dit en séchant mes cheveux. « Comment le sais-tu » a-t-elle demandé avec curiosité. « Parce que demain, la vérité éclatera », ai-je répondu. Et la vérité trouve toujours son chemin. Cette nuit-là, j'ai dormi avec une tranquillité que je n'avais pas connue depuis des années. Demain, tout changerait. Demain, il saurait enfin qui était vraiment Anne Vega. Toc, toc. À 9h30 le lendemain matin, j'étais assise devant mon ordinateur portable, dans la chambre de l'hôtel. Serge avait tenu parole. Sur l'écran, divisé en 4 fenêtres, je pouvais voir différents angles de mon ancienne maison. Une caméra filmait l'entrée principale depuis la rue. Une autre montrait le salon, où à peine 48 heures plus tôt, j'avais assisté à la trahison. Une troisième visait la cuisine. Et la dernière, le bureau de Julien. « Comment as-tu réussi à installer ça si vite ?» ai-je demandé à Serge par téléphone. « Ne sous-estime pas notre équipe », a-t-il répondu avec un sourire dans la voix. « Carlos est entré hier soir pendant qu'il dînait dans ce restaurant italien que ta sœur aime tant. 10 minutes, entrée et sortie propre. Les images étaient de bonne qualité. Je pouvais voir Julien dans la cuisine, préparant du café avec la cafetière italienne que nous avions achetée lors de notre voyage à Naples. Il portait le peignoir bleu marine que je lui avais offert à Noël dernier et lisait quelque chose sur sa tablette. Si normal, si quotidien, comme si rien n'avait changé. Lucie est apparue dans le cadre, enveloppée dans un de mes peignoirs en soie. J'ai senti une pointe de rage en la voyant utiliser mes affaires avec tant de naturel. Elle s'est approchée de Julien par derrière, entourant sa taille de ses bras. Il a souri sans quitter l'écran des yeux. « Elle a appelé ?» a demandé Lucie. Bien que le micro soit petit, il captait parfaitement leur voix. « Non », a répondu Julien. « Et je ne pense pas qu'elle le fera. Tu la connais ? Elle va se cacher quelques jours puis reviendra. Pleine de remords. Elle fait toujours la même chose. » Ma sœur, la prévisible, s'est moquée Lucie en se servant un café. « Tu penses qu'elle signera sans problème ? Ta mère s'en chargera, » a dit Julien avec une assurance qui m'a retourné l'estomac. Anne fait toujours ce que Dominique lui dit. S'il savait. À 9h55, la sonnette a retenti. Sur l'écran montrant l'entrée, j'ai vu 3 hommes debout devant la porte. Xavier, Antoine et Carlos, vêtus de costumes impeccables gris foncé, des mallettes en cuir noir à la main. Ils auraient pu passer pour des cadres bancaires ou des avocats de haut rang. Personne n'aurait deviné qu'ils étaient des spécialistes des opérations de renseignement. « C'est parti », a murmuré Serge à mon oreille. Julien est apparu sur l'écran montrant le hall. Il a ajusté son peignoir et a ouvert la porte avec une expression confuse. « Michel Alonso ?» a demandé Xavier d'une voix professionnelle. « Oui, c'est moi. Bonjour. Nous sommes des représentants de l'unité spéciale des délits économiques. » Xavier a montré une carte d'identité qui, bien que fausse, avait tous les sceaux et signatures officielles nécessaires pour paraître authentique. « Pouvons-nous entrer ? Nous avons des affaires urgentes à traiter avec vous et avec Lucie Vega. » J'ai vu le visage de Julien pâlir. « De quoi s'agit-il ? Si c'est pour les papiers du divorce, ils ne sont pas encore officiellement déposés. »« Nous ne sommes pas ici pour un divorce, monsieur Alonso, » a répondu Xavier d'un ton glacial. « Il s'agit d'affaires bien plus graves. » Sans attendre d'invitation, les 3 hommes sont entrés dans la maison. Julien a reculé, trop surpris pour protester. « Qui est-ce, Julien ?» La voix de Lucie venait de la cuisine. « Je crois que tu devrais venir, » a-t-il répondu, sur un ton que je ne lui avais jamais entendu. La peur. Lucie est apparue dans le hall, toujours avec mon peignoir. Son expression est passée de l'irritation à l'alarme en voyant les 3 hommes. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé, essayant de garder son sang-froid. « S'il vous plaît, passons au salon », a indiqué Xavier. « Ce dont nous devons discuter exige que vous soyez tous les 2 assis. » Les 5 se sont dirigés vers le salon. Antoine et Carlos sont restés debout pendant que Xavier ouvrait sa mallette sur la table basse. Julien et Lucie se sont assis sur le canapé, le même où, quelques jours plus tôt, ils étaient entourés d'invités célébrant leur trahison.
Monsieur Alonso, Mademoiselle Vega, a commencé Xavier. Nous sommes ici dans le cadre d'une enquête impliquant des détournements de fonds, de l'évasion fiscale et de la fraude d'entreprise. Il doit y avoir une erreur, a interrompu Julien, retrouvant une partie de son arrogance habituelle. Je suis avocat, je connais mes droits. Si vous ne me dites pas exactement de quoi il s'agit, je vais devoir vous demander de partir. Xavier a souri légèrement et a sorti 3 enveloppes de sa mallette. Il a placé la première devant Julien. Cette enveloppe contient des preuves documentées de votre participation à un système de paris illégaux que vous avez financé avec des fonds détournés des comptes de votre cabinet. La couleur a quitté le visage de Julien. Ses mains tremblaient en prenant l'enveloppe. Xavier a placé la deuxième enveloppe devant Lucie. Celle-ci contient des preuves détaillées de la manière dont vous avez détourné des fonds de l'ONG Espoir sans frontières au cours des 3 dernières années, spécifiquement des projets en Colombie et au Honduras. Lucie est restée immobile, les yeux fixés sur l'enveloppe, comme si c'était un serpent venimeux. La troisième enveloppe, a poursuivi Xavier, contient des informations sur votre mère, Dominique Martin, et sa participation à un système d'évasion fiscale impliquant plusieurs personnalités politiques locales. Nous avons envoyé des copies de ces documents au parquet national financier ce matin. C'est absurde, a balbutié Lucie, bien que sa voix manque de conviction. Qui vous a donné ces informations ? Cela n'a que peu d'importance, mademoiselle Vega, a répondu Xavier calmement. L'important est que toutes les informations ont été vérifiées et corroborées. Je vous suggère de consulter les documents. Sur l'écran, j'ai vu Julien ouvrir son enveloppe avec des doigts tremblants. Ses yeux parcouraient rapidement les pages, s'écarquillant à chaque ligne qu'il lisait. Lucie a fait de même, son visage se transformant en un masque de panique. « Ça ne peut pas être réel », a murmuré Julien. « C'est tout à fait réel, monsieur Alonso », a confirmé Antoine, parlant pour la première fois. Chaque transaction, chaque email, chaque virement est documenté. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a demandé Lucie en laissant tomber les papiers sur la table. « De l'argent ? C'est ça ?» Les 3 hommes ont échangé un regard, comme si la question leur paraissait absurde. « Nous ne voulons rien, mademoiselle Vega », a répondu Carlos. « Nous ne faisons que notre travail. À l'heure qu'il est, vos comptes bancaires ont déjà été gelés. Le conseil d'administration de votre ONG a reçu un rapport détaillé ce matin. Et le barreau de Paris examine le dossier de monsieur Alonso en ce moment même. C'est un cauchemar, a murmuré Julien, en se passant les mains dans les cheveux. Qui est derrière tout ça ? Qui nous a fait ça ? À ce moment, le téléphone de Lucie a sonné. Elle l'a regardé comme un objet étranger avant de répondre d'une main tremblante. « Maman ?» Sa voix s'est brisée. « Oui, ici aussi. Je ne sais pas, des hommes. Comment ? Chez toi aussi ?» Depuis ma chambre d'hôtel, j'ai souri. L'équipe avait envoyé un autre groupe chez ma mère. L'étau se resserrait. « C'est légal !» ai-je entendu Xavier dire quand Lucie a raccroché. Et ce n'est que le début. Le silence qui a suivi était plus profond que n'importe quel cri. Ils n'étaient pas simplement piégés. Ils étaient mains finies. Sur l'écran, j'ai vu Julien et Lucie se regarder, la panique se transformant lentement en compréhension. « Anne », a finalement dit Julien. « C'est l'œuvre d'Anne. » Je ne me tais plus. J'ai observé depuis la voiture garée plus bas dans la rue, le soleil chaud sur mon visage. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction sur l'écran de l'ordinateur. Je les connaissais assez bien. J'ai fermé le portable, satisfaite. Le monde se chargerait du reste maintenant. J'avais semé les graines. C'était à eux d'affronter la tempête. « Comment tu te sens ?» a demandé Serge, assis à côté de moi sur le siège du conducteur. « Libre », ai-je répondu, sentant le poids du mot sur ma langue. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens complètement libre. 2 heures s'étaient écoulées depuis que Xavier, Antoine et Carlos étaient sortis de mon ancienne maison. Je les avais vus partir d'un pas ferme, laissant derrière eux le chaos qui mettrait fin aux vies telles que Julien, Lucie et ma mère les connaissaient. Je ne ressentais aucun remords, seulement une étrange sensation de légèreté, comme si j'avais enlevé une armure invisible que je portais depuis des années. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Serge a démarré le moteur mais n'a pas bougé, attendant ma réponse. J'ai regardé une dernière fois vers l'immeuble où j'avais vécu les 5 dernières années. Les rideaux du salon étaient tirés, comme si la maison elle-même essayait de se cacher de la honte. « Recommencer », ai-je dit avec une certitude qui m'a surprise.
quelque part où je pourrais voir la mer tous les jours, j'ai déménagé à Nice 2 semaines plus tard. J'ai loué un petit appartement en dernier étage dans le vieux Nice, à quelques minutes de la plage. Un endroit avec de hauts plafonds, des murs blancs et des baies vitrées qui laissaient entrer la lumière de la Méditerranée. Je l'ai rempli de choses qui me faisaient sourire. Des livres que j'avais toujours voulu lire mais jamais eu le temps. Des plantes qui transformaient chaque coin en une petite oasis et un bureau face à la fenêtre où je pouvais travailler en écoutant le murmure lointain des vagues. Serge m'a aidé à déménager. Nous n'avions pas de relation amoureuse, du moins pas encore. Mais il y avait quelque chose entre nous qui allait au-delà de l'amitié ou de la complicité professionnelle. Une compréhension mutuelle née du partage de secrets et de vérités que le reste du monde ignorait. « Cet endroit te va bien », a-t-il dit alors que nous déballions les quelques affaires que j'avais décidé d'emporter de ma vie antérieure. Principalement des livres, quelques vêtements et mon équipement informatique. Le reste, je l'avais laissé derrière moi, comme la peau muée d'un serpent. À Nice, personne ne me connaissait comme l'épouse de Julien, la sœur de Lucie ou la fille de Dominique. J'étais simplement Anne, la nouvelle voisine qui travaillait de chez elle et se promenait sur la plage chaque soir. La femme qui saluait avec un sourire à la boulangerie du coin et qui s'asseyait seule à la terrasse du Café Bleu, écrivant dans son carnet en buvant un citron pressé. J'ai recommencé à écrire, quelque chose que j'avais abandonné après l'université. Au début, ce n'était que des notes éparses, des impressions sur ma nouvelle vie, des réflexions sur ce que j'avais laissé derrière moi. Mais elles se sont vite transformées en récits, et les récits en chapitres d'un roman qui coulait avec une facilité surprenante. J'ai aussi repris la cuisine, un autre plaisir oublié. J'expérimentais des recettes niçoises, remplissant mon petit appartement d'arômes de safran, de romarin et de poissons frais. J'invitais mes nouveaux voisins, Martine, une peintre à la retraite, et Édouard, un professeur de musique, à dîner. Nous partagions des histoires et des rires sans le poids des attentes ou des jugements. Parfois, je pensais à eux, à ce que j'avais laissé derrière, pas par nostalgie, mais par curiosité. D'après ce que m'a raconté Serge, qui gardait le contact avec nos collègues à Paris, le scandale avait été monumental. Le cabinet où travaillait Julien l'avait immédiatement licencié. L'ONG de Lucie avait engagé des poursuites judiciaires contre elle. Ma mère avait dû vendre son appartement de Saint-Germain-des-Prés pour payer les avocats et les amendes. Je les voyais occasionnellement aux informations ou dans des articles en ligne. Des visages marqués par le stress et la honte publique. Mais je ne ressentais pas de satisfaction en les voyant ainsi. Seulement la certitude tranquille que la justice, à sa manière, était arrivée. Un après-midi, 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu un email de Julien. Je l'ai ouvert avec curiosité plus qu'avec appréhension. « Anne, disait-il, maintenant je comprends pourquoi tu l'as fait. Je ne te blâme pas. J'aurais fait la même chose. Je ne te demande pas pardon car je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je vois enfin qui tu es vraiment. Tu as toujours été plus forte que nous tous réunis. Nous étions simplement trop aveugles pour le voir. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Le message confirmait ce que je savais déjà. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu, jusqu'à ce que je leur montre mon pouvoir. Dommage qu'il ait fallu en arriver là, mais on ne peut pas changer le passé, seulement l'accepter et le surmonter. Ma sœur n'a jamais pris contact. D'après ce que j'ai su par d'anciens amis communs, elle avait déménagé dans un petit village du Nord, où elle travaillait comme serveuse sous un nom différent. Ma mère m'a appelée une fois, mais je n'ai pas répondu. Certaines relations ne méritent pas de seconde chance. Un dimanche matin, en me promenant sur la promenade des Anglais, je me suis surprise à penser à cette nuit-là, celle de l'anniversaire de Julien, le moment où j'ai vu ma vie s'effondrer. À l'époque, je m'étais sentie si petite, si insignifiante. Maintenant, avec le recul, je voyais ce moment comme le début de ma vraie vie, pas la fin. Je me suis arrêtée pour observer un groupe d'enfants construisant un château de sable. Ils travaillaient avec une concentration absolue, indifférents aux vagues qui finiraient par effacer leur création. Il y avait une leçon là, ai-je pensé, sur l'impermanence. Sur la façon dont il est parfois nécessaire que les vagues emportent ce que nous croyons solide pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ce jour-là, de retour dans mon appartement, j'ai terminé mon roman, l'histoire d'une femme qui perd tout et, ce faisant, se trouve elle-même. Ce n'était pas exactement mon histoire,
J'avais changé les noms, les lieux, les circonstances, mais l'essence était là, la vérité derrière la fiction. Je l'ai intitulé « Silence rompu ». Je l'ai envoyé à une petite maison d'édition respectée, sans grandes attentes. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel enthousiaste d'une éditrice qui voulait le publier. « Il y a quelque chose dans votre voix », m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre dans un café près du port. Une authenticité qui ne peut être feinte. Comme si chaque mot venait d'un lieu de profonde vérité. J'ai souri à l'ironie. Mon plus grand mensonge, une vie entière à prétendre être qui je n'étais pas, avait cédé la place à ma vérité la plus profonde. Le livre a été publié 6 mois plus tard. Ce ne fut pas un best-seller, mais il a trouvé son public. Des femmes qui se reconnaissaient dans la protagoniste. Des hommes qui reconnaissaient en quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé. Des gens qui, comme moi, avaient dû tout perdre pour trouver leur voie. Hier, alors que je dédicaçais des exemplaires dans une petite librairie du centre de Nice, une jeune femme s'est approchée de ma table, le livre serré contre sa poitrine. « Merci », a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Votre livre m'a donné le courage de quitter une relation toxique, de recommencer. » Je lui ai souri, sentant une connexion qui allait au-delà des mots imprimés sur le papier. « Parfois, » lui ai-je dit en signant son exemplaire, « le silence nous protège. Mais d'autres fois, il nous emprisonne. Le vrai pouvoir est de savoir quand le rompre. » En la regardant s'éloigner, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la façon dont ceux qui m'avaient cru faible m'avaient donné, sans le savoir, l'occasion de découvrir ma force. Ce n'était pas la vengeance que j'avais cherchée, c'était la libération. Et pour la première fois depuis des années, j'étais enfin libre.